Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le moment de faire le point sur l'actualité nationale. Donc voici le sommaire. La Guinée vers l'école d'excellence, les meilleurs du baccalauréat unique session 2022 et ceux de la semaine nationale du mérite scolaire félicités et encouragés par le président de la transition au palais Mohamed V. Les échos dans ce journal. Et puis, moralisation de la chose publique, le ministre de la Justice est en ordre de bataille contre les détournements des biens de l'État. Le garde des Sceaux a demandé l'ouverture de plusieurs enquêtes. Conakry abrite une rencontre sur une journal sur les enjeux de la 5G. Les régulateurs ont 2 jours pour faire de cette révolution numérique un moteur essentiel de croissance économique. Les détails dans ce journal avec notre reporter Djamo Kaba. Le président de la transition a reçu en audience ce mercredi les lauréats du baccalauréat unique session 2022 et ceux de la semaine nationale du mérite scolaire. Colonel Mamadi Doumbouya les a félicités et encouragés à continuer à suivre le chemin de l'excellence. Les résultats des examens nationaux session 2022 confirment l'engagement des autorités de la transition à offrir à la Guinée un capital humain compétent. Ansoumani Toumani Kamara, reportage. Fidèle à son engagement d'opérer des réformes pour davantage qualifier les différents secteurs de la vie nationale, le chef de l'État reçoit ce 27 juillet les lauréats du baccalauréat session 2022 et ceux de la semaine nationale du mérite scolaire. Cette année, au baccalauréat unique, avec ses 9,13% d'admis, Denise Mayeni Tunkara s'est classée première en sciences sociales. En sciences expérimentales, El Aja Tcherno Mamadou Gassi Baldé occupe la tête du peloton. Ansman Manea Kamara, lui, est un modèle de persévérance. C'est à sa 8e tentative qu'il a obtenu le baccalauréat et s'est classé 47e de la République. Au compte de la semaine nationale du mérite scolaire, 5 autres lauréats bénéficient de bourses d'études aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de la Miss Mathématiques nationale et sa première dauphine, la Miss Mathématiques du lycée et 2 autres lauréats du concours d'éloquence. Ces enfants qui honorent la République et leurs parents sont les premiers produits de ce programme de promotion du mérite entrepris par les autorités de la transition. La transition, c'est 5 R. Parmi les 5 R, nous avons 2 R qui ont retenu notre attention. La refondation et le redressement. Les examens de cette année, surtout, ont été caractérisés par le redressement. Et ceux qui sont là, croyez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la transition, qui s'y sont les méritants. Ces 3 premiers de la République qui n'ont jamais été 2e de leur classe. Le premier, sciences sociales, il avait été encore premier au brevet quand il passait le brevet. La première science sociale, elle n'a été jamais 2e. Tous ceux qui sont là, comme pour dire que les examens de cette année, c'est le mérite qui a prôné. Si nous n'avions pas fait ça, ce sont d'autres personnes qui occuperaient probablement ces places. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, comme l'a dit l'autre, la seule façon de briller, c'est d'accepter de travailler et de travailler très dur. Excellence, Monsieur le Président de la République, la réussite de ces examens, c'est grâce à vous. Vous avez mis à la disposition du ministère de l'Enseignement pré-universitaire les moyens nécessaires pour que les examens soient les meilleurs. Alors, ces élèves vont se rendre aux États-Unis. Ils vont représenter notre pays. Nous savons que vous les avez invités pour les encourager comme vous l'avez toujours fait. La culture du mérite pour valoriser le capital humain, capable de poursuivre l'élan de transformation continue et positive du pays. Les lauréats mesurent déjà la portée de cette réforme engagée par le président de la transition. Je tiens vraiment à remercier le président Colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement pour l'effort et l'engagement fournis dans l'organisation des différents examens nationaux, puisque ceux-ci se sont déroulés dans une grande transparence. Et également, je tiens à remercier mes parents, mes encadreurs et aussi tous mes professeurs qui ont vraiment œuvré pour notre réussite. Et le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya, depuis son ascension, fait vraiment la promotion du mérite et cela est très admirable.
beaucoup de fierté et une sensation de renouveau. Parce que vraiment, on ne s'y attendait pas. On était habitué à, disons, à avoir une bourse et à ne pas y aller. Mais cette fois-ci, on a vraiment senti qu'il y a du nouveau. Et nous sommes animés par l'amour inouï de la patrie, par un profond patriotisme pour aller représenter la Guinée et rendre fiers tous les Guinéens dans la transparence, la dignité et la sincérité absolue. La grandeur et l'évolution. Le président de la République nous a donné assez de conseils, mais j'ai retenu l'un d'entre eux que j'ai trouvé vraiment important. Il nous a dit que vous n'êtes pas au sommet. C'est comme si on prenait une montagne, plus on monte, plus il y a moins d'espace. Donc lorsqu'on arrive en haut, il est plus facile de nous faire tomber que lorsqu'on est en bas. Donc il nous demande de tenir le cap et d'aller toujours vers le nouveau, de ne pas se sentir satisfait, d'être curieux et de toujours bosser. La Guinée, pays aux énormes potentialités naturelles, dispose de tous les atouts nécessaires pour figurer parmi les nations émergentes. La valorisation du capital humain conditionne ainsi la matérialisation de cet ambitieux programme de refondation. Le colonel Mamadi Doumbouya met l'école au centre de ces réformes pour préparer des relèves vertueuses et compétentes. La Guinée est un grand pays. Nous avons brillé depuis des années et qu'il faut qu'on se repositionne dans le Conseil des Nations. Il faut qu'on se fasse respecter dans le Conseil des Nations. Et pour ce faire, il faut être concentré. Vous avez le soutien de tout le gouvernement de transition. Vous aurez toujours mon soutien en encourageant ceux qui ne sont pas là aujourd'hui d'être là aussi demain. Il n'y a que le travail qui paye. Les parents de ces lauréats du baccalauréat unique session 2022 et de la Semaine nationale du mérite scolaire honorée par cette audience du président de la transition encouragent l'État à poursuivre la qualification du système éducatif guinéen et invite les autres acteurs du système éducatif à développer une synergie d'action pour accompagner les autorités dans la matérialisation des projets et programmes de réformes pour l'avènement d'une Guinée nouvelle. Longtemps attendue, la signature de la création de la co-entreprise Projet Simandou a eu lieu ce soir même au palais Mohamed V. L'entreprise a en charge l'exploitation d'un important projet minier au monde, le jugement de fer de Simandou. Écoutez les propos des parties prenantes au micro de Ansoumani Toumani Kamara. Pour notre part, nous nous engageons à travailler d'arrache-pied pour la construction du projet dans les délais impartis. Cela impliquera l'emploi et la formation de milliers de Guinéens et permettra d'amorcer, je l'espère, le développement d'un tissu industriel et d'entrepreneurs guinéens dans tous les domaines. La construction, l'agriculture, le transport, etc. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les efforts continus du président de la République qui nous a amenés à cette étape qu'on pensait difficile à atteindre. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire pour Winning Consortium Simandou, c'est que nous sommes engagés et déterminés. La mise en place du statut de la co-entreprise signée aujourd'hui est une parfaite illustration de cette coopération. Je rassure également l'ensemble des partenaires, d'une part, de mon implication personnelle pour la réussite de ces projets et d'autre part, de l'engagement de l'État à agir pour que cela se fasse dans un esprit gagnant-gagnant. Et puis, ce décret qui vient juste de nous parvenir, décret D 2022-0367 PRG, CNRD, SGG, portant nomination de hauts cadres au ministère du Budget. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, M. Daouda Conté,
précédemment conseiller chargé de mission à l'Office guinéen de publicité OGP, est nommé directeur national adjoint de la comptabilité matière et du matériel au ministère du Budget. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. À Conakry, le 27 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D2022-0366 PRG CNRD SGG portant nomination des membres du Conseil national de l'ordre du mérite. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, les personnes dont les prénoms et noms suivent sont nommés au Conseil national de l'ordre du mérite comme suite. Président. Général, deuxième section, Ibrahima Diallo, grand chancelier, grand croix de l'ordre national du mérite. Membre, général, deuxième section, Diarra Kamara, ancien chef d'état-major général des armées, grand officier de l'ordre national du mérite. Général deuxième section, Siba Loualamon, ancien ministre de la Justice, grand officier de l'Ordre national du mérite. Madame Joséphine Leno, institutrice, ancien ministre et commandeur de l'Ordre national du mérite. Monsieur Siekou Legro Kamara, artiste et musicien, officier de l'Ordre national du mérite. Monsieur Mamadou Bobo Diallo, professeur de médecine, chevalier de l'Ordre national du mérite, Maître Amara Bangoura, secrétaire général de la Grande Chancellerie, juriste, ancien membre du Barreau de Guinée. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Et puis, le Premier ministre chef du gouvernement par intérim était cet après-midi à Bambeto pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de l'échangeur. À ce niveau d'exécution du projet, la centrale à béton et le laboratoire sont déjà installés. Dr Bernard Gomou invite l'entreprise chargée des travaux au respect du contenu local. On retrouve sur place notre reporter Tcherno Ousmane Diallo. Près de 4 mois après le lancement des travaux de construction de l'échangeur de Bambeto par le chef de l'État, le Premier ministre par intérim vient constater les actions posées. Sur le chantier, Dr Bernard Gomou échange directement avec les responsables de l'entreprise Sino-Hydro et la mission de contrôle. Depuis le démarrage du projet jusqu'au maintenant, on a fait une quantité énorme de travaux. Le premier lot que nous avons fait en termes de travaux, c'est d'abord les plans, la conception des plans. La deuxième série, c'est la base vie que vous avez eu l'honneur de visiter avec nous. Donc, troisièmement, pour réaliser le projet, nous avons engagé la main-d'œuvre locale, une quantité importante de main-d'œuvre locale. Vous avez aussi vu les travailleurs là sur le site. Donc, en ce qui concerne le délai, pour nous, ça ne pose aucun problème. Après la période de grandes pluies, les travaux d'envergure vont commencer, assure l'entreprise, suivie de près par le ministère en charge des infrastructures, qui rappelle ici l'enjeu de cette visite du Premier ministre par intérim. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a dépêché le Premier ministre ici pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, parce qu'il est fortement préoccupé par la lenteur de sortir le projet de terre à ce jour. Donc c'est à cet effet qu'il a envoyé sur le Premier ministre ici pour voir ce qui se passe. D'après les constats qu'on a faits, les sondages géotechniques sont terminés à hauteur de 80%. La centrale à béton que vous voyez ici est terminée à 100% et le labo également ici. Maintenant, en ce qui concerne la base vie, on est à 75% de réalisation. Et le message du Premier ministre est que
la société chinoise accélère les travaux très vite. Et il veut voir, son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut voir les poteaux installés au carrefour là-bas. Et très vite. Et naturellement, on a parlé aussi du problème des indemnisations de réseau. D'abord que ce soit EDG, la fibre optique ou la SEC, et également les indemnisations des personnes affectées par le projet. Donc ces indemnisations-là, on a fini de les estimer et nous comptons commencer les paiements la semaine prochaine. Porteur d'un message d'encouragement du chef de l'État, le Premier ministre par intérim a invité l'entreprise à mettre les bouchées doubles pour respecter ses engagements. Nous avons été envoyés ici par le chef de l'État, le président de la transition, le président du CNRD, pour venir voir de visu réellement ce qui se passe pour ce projet-là. Vous savez que ce projet-là est estimé environ à 180 milliards de nos francs et ce projet-là tient personnellement au chef de l'État. Parce qu'il est venu poser la première pierre et il tient absolument que les travaux soient effectués dans le délai de 30 mois. Et puis, ce qui reste primordial chez le chef de l'État, c'est les déviations. Malheureusement, on veut éviter le cas de Kabele, de l'échangeur de Kabele. Il faut absolument que ces déviations-là puissent être dallées ou goudronnées pour éviter que, vous savez, ici c'est une zone de concentration d'habitation, pour éviter que nos populations puissent être impactées par la poussière. Donc nous avons insisté sur les instructions du chef de l'État que ces déviations, non seulement elles doivent être larges, mais ces déviations-là doivent éviter de ramener la poussière. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il faut que la société respecte minutieusement les 30 mois. Donc après les 30 mois, il faut que le service de l'AGP et le ministère des infrastructures, qu'on puisse recevoir cet ouvrage qui tient à cœur. Et le troisième élément où le chef de l'État a insisté, c'est le recrutement de l'application du contenu local. Même au niveau des sous-traitants qui vont effectivement travailler avec la société, que d'employer la main-d'œuvre locale. À Bambeto, les travaux de construction de l'échangeur suscitent un réel espoir au sein de la jeunesse. L'aspect le plus important ici, c'est que c'est la position du président du CNRD, le président de la transition, sur le respect du contenu local, conformément, n'est-ce pas, au cahier des charges du projet. Donc c'est pourquoi vous voyez à chaque fois qu'il y a depuis le premier jour, la pose de la première pierre, moi j'étais là avec le ministre, j'étais là avec, j'étais dans la commission d'organisation, c'était pour rassurer non seulement la jeunesse de Bambeto, qui ne seront pas lésés, à compétences égales, ils sont prioritaires. C'est ça aussi, c'est ce que le président a dit. Donc nous sommes là pour veiller au respect, n'est-ce pas, de l'engagement du président, parce que tout de suite, même le Premier ministre, on a échangé autour de ça, et on lui a rassuré que pour l'instant, nous sommes sur la bonne voie, mais que le vrai travail va commencer bientôt, parce que maintenant, là, c'est juste pour l'installation, mais le travail de l'échangeur va employer beaucoup de jeunes. Donc, je profite pour inviter les jeunes à croire à ce que le président a dit, au-delà de toute la démagogie. Je pense que c'est une réalité, c'est concret, et que les jeunes n'ont qu'à essayer de voir les ouvriers, les menuisiers, disons, tous ceux qui sont liés à la compétence, n'est-ce pas, de manœuvre et autres, c'est ceux-là qui sont plus sollicités. Ce n'est pas que c'est un projet d'intellectuels seulement, mais aussi ceux qui sont là, qui ont la compétence, n'est-ce pas, locale, et ils sont prioritaires. Pour aller vite, le Premier ministre par intérim a donné des instructions pour accélérer les dédommagements. La mission de contrôle est aussi appelée à se mettre en rapport avec la CGP pour régler certains détails urgents. Autre sujet d'actualité impliqué dans les opérations d'assainissement de la ville de Conakry et de l'intérieur du pays, l'armée guinéenne reçoit des messages de félicitations et d'encouragement du chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Ces messages ont été transmis par le chef d'état-major général des armées au cours du rassemblement général. Colonel Sadiba Koulibaly a demandé aux hommes en uniforme de continuer à rester dans les casernes et à accroître la vigilance. Adjudant Aboubakar Kamano de la presse militaire. Le chef d'état-major général des armées était ce mercredi au rassemblement général tenu au bataillon spécial de Conakry, BSC. Si
dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Porteur du message d'encouragement et de félicitations du chef suprême des armées, le colonel Sadiba Koulibaly a invité la troupe à plus de vigilance. L'objectif était de féliciter la troupe pour les efforts qu'ils ont eu à déployer ces derniers jours dans le cadre du nettoyage de la ville de Conakry. Il vous souviendra que ça fait plus de 2 semaines. Chaque semaine au moins, l'armée sort pour travailler de 22h jusqu'à 6h du matin. Et beaucoup de points critiques ont été nettoyés grâce à l'armée. Ils ont travaillé sous la pluie dans des conditions très difficiles. C'est pourquoi le président m'a instruit de venir les remercier, les féliciter pour ce devoir accompli. Et en même temps, les prodiguer certains conseils par rapport à la conduite en ces jours-ci. Le message principal étant que tout le monde doit rester dans les casernes et rester à la disposition des commandants d'unité. Pour continuer à assurer la sécurité des populations et de leurs biens, la hiérarchie militaire envisage le renforcement des capacités opérationnelles des unités de patrouille diurnes et nocturnes. C'est pendant la pluie là que le banditisme s'accroît aussi. Donc nous allons intensifier les patrouilles nocturnes, tout ça pour permettre à la paisible population de vaquer librement à ses occupations. Parce que c'est ce que tient à cœur le chef suprême des armées et le ministre de la Défense, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Toujours à l'avant-garde de son peuple, l'armée guinéenne s'investit davantage dans le renforcement des relations civilo-militaires. Son implication dans les travaux d'assainissement de la capitale et de l'intérieur du pays en est une illustration parfaite. À la page justice de cette édition, moralisation de la chose publique, le ministre de la Justice est en ordre de bataille contre les détournements des biens de l'État. Le garde des Sceaux a demandé l'ouverture de plusieurs enquêtes. Tcherno Younoussaba pour les détails. Tribunal ad hoc du procès du 28 septembre, plusieurs hauts cadres sont épinglés autour de la construction du bâtiment. Le ministre de la Justice a instruit au procureur général d'engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite et détournement de fonds publics. Dans cette affaire, les mises en cause doivent justifier une dépense de plusieurs milliards de francs guinéens. La découverte la plus difficile, insoutenable pour moi, ministre de la Justice, c'est lorsqu'on me dit qu'il y a un décaissement ou des décaissements successifs qui vont dans le cadre de la sécurisation d'un procès dont le site à l'époque n'était même pas identifié, à plus forte raison construit. J'ai découvert 19 milliards de francs guinéens. Si on vous dit par quelle manière ce montant a été décaissé, il se trouve d'abord que les 19 milliards qui ont été décaissés, tenez-vous bien au niveau du trésor, le bordereau qui devrait aboutir à ce paiement n'est même pas daté. Signé par M. Mori Doumbouya, ancien ministre de la Justice. Mais bien avant lui, M. Fofana, qui a géré le ministère de la Justice à un moment donné, a aussi décaissé, puisque c'est lui l'ordonnateur des dépenses, d'autres montants de 5, ensuite 7 milliards pour le même objectif. Lorsque vous prenez le siège qui doit abriter, à part les 19 milliards, les 7 milliards, les 5 milliards, on vous dit que ce bâtiment, sa valeur vénale, après réalisation de toute activité confondue, 53 milliards. Ensuite, le ministre de la Justice aborde le cas de la défunte Cour constitutionnelle. Dans ce dossier, les chiffres annoncés sont incroyables. Déjà, 11 personnes, y compris l'ancien président de la Cour, doivent répondre devant la CRIEF pour des faits présumés de détournement de l'argent de l'État. ENDAF, on retrouve sur son compte un montant de 27 milliards. Un président de la Cour constitutionnelle
qui s'offre l'achat d'un bâtiment R+4 au Sénégal. Des résidences ici à Conakry de valeur de plus de 5 milliards. Des domaines à Wonkifo. Et on dit oui, nous sommes les gardiens de la Constitution. La liste des cas de détournement est longue. Le ministre de la Justice dispose d'éléments suffisants contre les accusés. Vous avez un ancien directeur des infrastructures pénitentiaires, Monsieur Marcel, où il y a eu appel d'offres par rapport à la construction du palais de justice de paix de Beila. Ce directeur se permet de choisir quelqu'un, Sékou Kourouma. Ce monsieur vient voir l'entrepreneur et dit, bon écoute, c'est moi qui suis le contrôleur. Par rapport à la construction de ça, la valeur du marché c'est 13 milliards. Mais moi, ce qui est clair, tu vas me donner 1 milliard 30 millions. Sinon, ton projet de construction là, ça n'aura pas lieu. Je vais tout bloquer. En plus de ces dossiers qui accablent des cadres de l'administration publique, le ministre de la Justice promet une lutte sans merci contre la corruption. Charles-Alphonse Wright veut réussir la moralisation de la chose publique. Dans le même chapitre, la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières vient de rendre son premier verdict. Monsieur Sidiki Silla, ancien DAF de la Cour constitutionnelle, est condamné à 10 ans de prison ferme. Un montant de plus de 12 milliards retrouvé sur ses comptes sera reversé au trésor public. Par ailleurs, un présumé arnaqueur opérant dans le Grand Conakry, se faisant passer pour un agent de la CRIEF, a été épinglé par les services de sécurité. On en sait davantage avec Mamadi Ternaka Misoko. C'est la juridiction de tous les espoirs pendant cette transition. La CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières, rend son tout premier verdict dans une affaire de détournement de deniers publics. Sidiki Silla, ancien DAF de la Cour constitutionnelle, écope de 10 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de plus de 25 milliards de francs guinéens. Le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières informe le peuple de Guinée que le lundi 25 juillet 2022, la Cour de répression des infractions économiques et financières, dans sa chambre de jugement, a entrepris la décision de condamnation concernant le nommé Sidiki Silla, ex-DAF, directeur des affaires administratives et financières de la Cour constitutionnelle, poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption et complicité, à une peine d'emprisonnement de 10 ans et à une amende qui s'élève à 25 milliards 442 millions 736 500 francs guinéens. Au titre des condamnations civiles, la Cour a constaté l'existence de plusieurs montants disséminés dans les comptes ouverts dans les différentes banques de la place au nom de Sidiki Silla. Ce sont 9 milliards 250 millions 264 840 francs guinéens. Dans le deuxième compte, 80 millions 497 175 francs guinéens. Dans le troisième compte, 317 884 francs guinéens. Dans le quatrième compte, 50 100 euros. Et enfin, dans le cinquième compte, toujours ouvert au nom du même type, 292 699 $ US, soit un montant cumulé de 12 milliards 721 millions 368 250 francs guinéens. Ces montants ont été confisqués et ordonné le reversement de toutes ces sommes au profit de l'État guinéen, donc au trésor public. Autre
L'autre sujet abordé par le procureur spécial dans cette communication, c'est l'arrestation d'un présumé escroc qui opérait dans le Grand Conakry en se faisant passer pour un agent de la CRIEF. Le nommé Mohamed Toto Camara a été interpellé. Ce citoyen arnaquait des citoyens à travers Koya, Conakry et Dubreka, se faisant passer pour un agent travaillant à la CRIEF pour se faire remettre plusieurs sommes d'argent au nom de la CRIEF. C'est alors que nous avons saisi la direction centrale de la police judiciaire à l'effet d'interpeller l'intéressé et le mettre à la disposition du parquet compétent. Et hier, mardi 26 juillet 2022, Mohamed Toto Camara a été mis à la disposition, déféré au parquet de Kaloum et a été placé régulièrement sous mandat de dépôt. L'appel que je voudrais lancer au peuple de Guinée, c'est d'être vigilant. Nous vivons des moments où les escrocs font rage. Ils se promènent à travers la ville pour arnaquer les citoyens. La CRIEF n'a aucun agent sur le terrain. Je tiens à le rappeler. La CRIEF n'a aucun agent sur le terrain travaillant en son nom. Toutes les procédures que nous recevrons, nous les formalisons et nous saisissons les officiers de police judiciaire compétents. L'engagement des magistrats de la CRIEF est total. La juridiction mise en place par les autorités de la transition vise à moraliser la gestion de la chose publique en Guinée. Adoption à l'unanimité du document de programmation budgétaire pluriannuel par les conseils nationaux. L'objectif est de projeter les grandes orientations du budget de l'État et de faire participer en amont tous les acteurs dans l'élaboration du projet de loi de finances. Occasion pour le CNT de formuler des recommandations pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Abdoulaye Diallo. Le document de programmation budgétaire pluriannuelle est une initiative du gouvernement qui vise à présenter les grandes orientations de la politique des finances publiques et les priorités budgétaires pour les 3 prochaines années. Dans ce document, les projections vont servir de référence pour l'élaboration du projet de loi des finances 2023. Les principales hypothèses retenues dans ce cadrage budgétaire sont de réaliser un taux de croissance du PIB de 5,6%, de ramener le taux d'inflation à 10,2%, de réaliser un taux de pression fiscale de 13,9% et de stabiliser le taux d'échange à 9 751 francs guinéens. Sur la base de ces hypothèses, les recettes sont projetées à 29 642,55 milliards et vont s'accroître de 27,8% par rapport aux projections dans le projet de loi de finances rectificative 2022. Ainsi, les projections des recettes pour les 3 régies financières sont estimées à Direction générale des impôts, 12 777,67 milliards, Direction générale des douanes, 12 106,99 milliards, Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, 2023,44 milliards. Quant aux dépenses de l'État, elles sont projetées à 36 787,36 milliards, soit un taux d'accroissement de 10,7% par rapport à 2022. Les dépenses du budget général sont constituées de dépenses courantes pour 19 996,68 milliards et de dépenses d'investissement pour 15 485,85 milliards, soit un accroissement de 52,08% par rapport à 2022. L'atteinte de ces différents objectifs repose sur la mise en œuvre du plan de réforme et de modernisation des 3 régies de recettes dans le but d'accroître leur performance et consolider la digitalisation des administrations fiscales. La conduite des travaux de ce débat d'orientation budgétaire a abouti d'une part à définir le cadre conceptuel d'élaboration du projet de loi de finances exercice 2023 et d'autre part à identifier les chantiers de la transition à conduire dans le domaine budgétaire et financier conformément
au cadre des dépenses à moyen terme des différentes structures de l'État. Concernant le cadre conceptuel d'élaboration du projet de loi de finances 2023, les travaux ont permis d'évaluer et d'encadrer les agrégats sur lesquels sera construite la loi de finances 2023, en particulier les grandes masses de recettes et les dépenses et les modalités de financement du solde budgétaire. Cet objectif central est atteint et nous pouvons nous en réjouir collectivement, car les perspectives de développement de la Guinée et le financement des politiques publiques permettant d'améliorer le bien-être de nos concitoyens peuvent maintenant être envisagées avec optimisme. Plusieurs interrogations liées par exemple à l'impact budgétaire de l'admission à la retraite de plus de 11 000 fonctionnaires et la dissolution de certaines institutions constitutionnelles au renforcement des effectifs et l'amélioration des capacités opérationnelles des conservateurs de la nature dans les aires protégées ont été soulevées par les conseillers nationaux. En termes de recommandations, le CNT exhorte le gouvernement à la poursuite de la normalisation du secteur informel de l'économie et à l'implication du secteur privé dans le cadre du recouvrement des recettes. À l'analyse du document de planification pluriannuel qui présente les grandes orientations de la politique de finances publiques et des priorités budgétaires pour les 3 prochaines années, il apparaît que le contexte mondial caractérisé par la persistance de la Covid-19, la guerre en Ukraine qui ont négativement impacté la croissance mondiale et qui ne restent pas sans conséquences sur les pays en voie de développement, dont la Guinée. Cependant, les perspectives macroéconomiques à court et moyen terme sont favorables à l'économie guinéenne pour la période 2022-2026. En effet, la sécurisation des recettes, la rationalisation des dépenses ainsi que la récupération de l'argent de la corruption permettront d'atténuer ces effets exogènes à notre économie et assurer une meilleure répartition de nos ressources. À l'unanimité, le document de programmation budgétaire pluriannuelle est adopté par les conseillers nationaux. Ouverture ce matin à Conakry des travaux de l'atelier de validation du plan stratégique halieutique pour la période 2023-2027. L'objectif est de doter la Guinée d'une nouvelle politique nationale halieutique capable de relever certains défis qui entravent le développement du secteur des pêches en Guinée. Adi Camara. Avec le potentiel halieutique dont dispose la Guinée, le gouvernement veut changer le fusil d'épaule afin d'actualiser son plan stratégique national pour la période 2023-2027. C'est ce document qui doit être amendé et validé par l'ensemble des experts, consultants et autres techniciens nationaux et étrangers évoluant dans le secteur halieutique. Un secteur identifié en Guinée comme un segment qui contribue à la croissance économique du pays, à la réduction de la pauvreté et assure la sécurité alimentaire. Au cours des 6 dernières années, la Banque mondiale a soutenu le secteur des pêches en Guinée à travers le programme régional des pêches en Afrique, PRAO, qui a clôturé en décembre 2021 avec des résultats très satisfaisants, dont notamment la mise en place d'une gestion intégrée des pêches basée sur les résultats de la recherche, informant une planification annuelle sur laquelle se base une stratégie efficace de surveillance. À travers cette nouvelle donne, la Guinée va maintenir son capital naturel en renforçant la gouvernance halieutique et la résilience des communautés. Les défis sont nombreux, mais le département se démène à les circonscrire de manière progressive. Pour relever ces défis, le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime a engagé un certain nombre d'actions, notamment la révision du cadre juridique et réglementaire du secteur, la redynamisation des organes de gouvernance des établissements publics placés sous la tutelle du département, la mise en œuvre d'un programme d'amélioration de la gouvernance des débarcadères, la réalisation du bilan diagnostic du secteur et l'élaboration d'un plan stratégique halieutique de la Guinée 2023-2027 et besoin d'investissement du secteur. Ce plan stratégique pour les 5 prochaines années est élaboré en cohérence avec la vision politique de son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition.
Le Premier ministre chef du gouvernement par intérim, Dr Bernard Goumou, était là pour saluer l'initiative. Il a assuré que le gouvernement s'inscrit dans cette dynamique qui va permettre d'actualiser la politique nationale halieutique avec en prime la protection de l'économie bleue. L'avènement du Comité national de rassemblement pour le développement, le 5 septembre 2021, a permis de revisiter les politiques actuelles de notre pays, aussi bien au niveau national que sectoriel, afin de les adapter aux exigences du développement durable et inclusif tant réclamées par les populations guinéennes. Dès lors, il apparaît nécessaire pour le gouvernement d'actualiser la politique sectorielle halieutique en lui apportant les améliorations conformément à la vision de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette vision s'articule entre autres autour de l'amélioration de la gouvernance, de la réforme institutionnelle pour mieux répondre aux aspirations des populations en termes de sécurité alimentaire, de création d'emplois et de l'amélioration de la contribution du secteur halieutique au développement socio-économique de notre pays. Après la validation de ce document, une table ronde sera organisée à l'intention des bailleurs de fonds en vue de mobiliser les ressources permettant de promouvoir les activités de pêche en Guinée. L'Autorité nationale d'assurance qualité poursuit ses activités d'évaluation et d'accréditation des programmes et d'institutions de formation. Là-dessus, l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry vient de recevoir des experts évaluateurs externes. Mounir Barry. 11 programmes sur 14 seront évalués pour accréditation et l'institution sera soumise au même exercice pour être habilitée. L'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la première université du pays, a constitué la première étape. L'objectif est de favoriser une meilleure gouvernance administrative de la recherche et pédagogique. Cette évaluation se fait à travers des critères, des données et des standards. Et ces domaines d'évaluation et les standards obligent les programmes à se conformer au système universel. Qualifier davantage les enseignants, si vous avez remarqué, la quasi-totalité des professeurs de rang magistral sont partis à la retraite au niveau du supérieur. Donc il faut mettre en place un plan de carrière pour les enseignants-chercheurs. Il faut équiper nos laboratoires. Pour réussir le pari, la réalisation de meilleures infrastructures et l'équipement des laboratoires s'imposent. Autre défi à relever, la promotion de plans de carrière, notamment pour des professeurs de rang magistral. Nous sommes d'emblée inscrits dans cette démarche d'amélioration continue de nos pratiques. Et nous sommes convaincus que ces évaluations, au-delà du terme évaluation, nous permettront d'améliorer les pratiques au quotidien au sein de l'université, puisque ça touche à tous les domaines. Donc pour nous, c'est une opportunité énorme qui nous permettra de mettre en évidence nos lacunes et de les corriger au fur et à mesure. Les travaux d'évaluation vont se poursuivre dans les institutions qui vont souscrire aux exigences de l'Autorité nationale d'assurance qualité ANAQ. Comment accroître et mobiliser des ressources pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle en Guinée? Une rencontre de plaidoyer se tient à cet effet pour l'accroissement du financement des activités. En Guinée, une frange importante de la population est analphabète. Des solutions sont envisagées afin d'atteindre les objectifs durables de développement. Abdul Aziz Baldé. L'alphabétisation des jeunes et adultes occupe une place de choix pour le gouvernement de la transition. Selon des statistiques, la Guinée a un taux d'alphabétisation qui avoisine 68%. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers la Direction nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, les rencontres se multiplient pour des solutions adaptées. Pendant 48 heures, un atelier de plaidoyer auprès du secteur privé et des partenaires techniques et financiers pour d'éventuels financements s'ouvre à Conakry. Cette journée nous interpelle tous et au cours de nos travaux,
nous devrions être à mesure de répondre aux questions suivantes. Comment accroître et mobiliser des ressources pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes? Comment sécuriser les allocations budgétaires existantes? Comment l'État peut améliorer le budget de l'alphabétisation à 3% du budget de l'éducation nationale? Cette assise de 2 jours regroupe cadres du MIPUA, société civile et des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen veut passer d'une alphabétisation classique à une alphabétisation de développement. Le gouvernement dans la transition s'engage à mettre en œuvre le programme d'alphabétisation de 2 millions de jeunes et adultes du programme décennal de l'éducation en Guinée, PRODEC 2020-2029, et invite tous les partenaires ainsi que le secteur privé à soutenir cet ambitieux programme du gouvernement pour une alphabétisation fonctionnelle, intégrée et réussie en faveur du développement. Pour la mise en œuvre des activités d'alphabétisation et de l'éducation non formelle de 2 millions de jeunes et adultes, la Direction nationale de l'alphabétisation est à la quête d'un financement de 1 000 milliards de francs guinéens. En Guinée, la journée mondiale de la population a été célébrée en différé ce matin. Un accent particulier a été mis sur la santé reproductive. Gouvernement et partenaires s'engagent à respecter les recommandations issues des différentes consultations. Mamadi Gassama. Cette année également, la journée mondiale de la population est célébrée en Guinée sous fond de plaidoyer. L'accent est surtout mis sur les grossesses non intentionnelles. La présente cérémonie offre l'opportunité de réaliser un grand plaidoyer auprès de toutes les autorités de notre pays ainsi que de nos partenaires au développement pour des investissements importants dans le capital humain. Selon les statistiques de 2021, la Guinée a enregistré 549 348 grossesses non désirées. Face au taux élevé, gouvernement et partenaires tirent la sonnette d'alarme. La Guinée s'était engagée en novembre 2019 devant la communauté internationale, entre autres, à renforcer les droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes, particulièrement les jeunes filles, par la réduction de 40% du taux de grossesse précoce en milieu scolaire et extrascolaire d'ici 2030. À l'occasion de cette journée mondiale de la population, l'attention doit davantage porter sur un accès plus important et égal aux opportunités pour les personnes. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement et son Premier ministre, sous la conduite inspirante de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, marque sa totale disponibilité à mettre en œuvre les recommandations issues de cette journée, à poursuivre sans relâche les efforts entrepris pour le développement humain durable et inclusif en Guinée. Le rapport de l'état de la population mondiale version 2022 a été remis au gouvernement à cet effet. Il présente les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du plan d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement dans le domaine de la santé reproductive. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et là où vous êtes. C'est le thème de la célébration de la journée internationale à Nelson Mandela. La journée a été commémorée en Guinée en différé par le système des Nations Unies en collaboration avec l'ambassade de l'Afrique du Sud avec pour objectif de promouvoir les valeurs de paix et de droits de l'homme. Abraham Christophe Conté. C'est une action qui marque la journée internationale Nelson Mandela. Une journée organisée par le système des Nations Unies en collaboration avec l'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée. Cette année, elle est célébrée sous le slogan « Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, là où vous êtes ». Cette célébration symbolique est organisée au sein de la Confédération nationale des albinos de Guinée. L'idée est de promouvoir les valeurs de paix et des droits de l'homme chèrement défendus par Nelson Mandela. La famille des Nations Unies, pour sa part, et par ma voix, ne ménagera aucun effort pour continuer à soutenir et assister les personnes vulnérables, y compris celles atteintes d'albinisme, en vue de l'amélioration continue de leur bien-être et de leur plein épanouissement. Avec cette journée célébrée en faveur des personnes atteintes de l'albinisme,
quelques inégalités devraient être réduites pour plus de justice sociale. Cela par la promotion de l'accès à l'éducation, à la santé et à un emploi décent. On sollicite aussi la partition de la direction de personnes vulnérables de prendre en compte la situation des personnes atteintes d'albinisme. On célébrait cette journée avec une particularité, celle d'associer les personnes vulnérables, ce qui concerne surtout les personnes vivant avec l'albinisme. Merci pour ce choix, merci pour cette générosité et merci surtout pour cet accompagnement de notre gouvernement. En Guinée, le système des Nations Unies et l'ambassade de l'Afrique du Sud s'engagent à appuyer le gouvernement avec cette action envers les personnes vulnérables. Au terme des activités, un défilé de mode et de sketchs crée de l'humiliation entre les personnes vulnérables et leurs encadreurs. L'actualité, c'est aussi le projet de déploiement de la 5G au sein des États membres de l'Association des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Conakry abrite une rencontre sous-régionale sur les enjeux de cette technologie innovante. Les régulateurs ont 2 jours pour faire de cette révolution numérique un moteur essentiel de croissance économique. Djamokaba. L'Afrique de l'Ouest vers une transition numérique avec du haut débit comme enjeu de développement. À Conakry, une rencontre sous-régionale mobilise les membres de l'Association des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, ARTAO. Ils renforcent leurs aptitudes sur les notions de l'identité numérique et la confidentialité des données. Une nouvelle dynamique qui annonce très prochainement le déploiement promoteur de la 5G au sein des États membres de l'ARTAO. La 5G qui est une technologie innovante et qui va prendre de l'ampleur sous bientôt. Donc c'est l'occasion pour nous de préparer les régulateurs de l'Afrique de l'Ouest pour ces défis. Sortis de cette formation, les participants vont surtout bénéficier des meilleures pratiques. Vous savez que la GSM, la 5G est déjà un secteur très évolué en Europe. Et comme les pays africains commencent au déploiement de cette technologie, donc il y a les meilleures pratiques qui seront partagées pour faciliter ce déploiement. J'espère pouvoir mieux comprendre les enjeux liés à la 5G, ce qui concerne notre région, l'Afrique de l'Ouest, comment utiliser la 5G, comment allouer les fréquences, les questions de l'identité numérique, comment protéger les données partagées. Cette révolution numérique se veut une technologie sécurisée, stable et offrant des performances optimisées pour les besoins de demain. Ici, les pays rivalisent d'ambition pour faire transiter plus de données en un temps record. La Guinée fait partie des pays en Afrique de l'Ouest où on voit une croissance de tout ce qui est télécom, dans le mobile money, dans le nombre d'abonnés et aussi aujourd'hui dans l'Internet. Et aujourd'hui, donc, c'est un honneur pour nous de venir en Guinée pour fournir des outils pour les régulateurs, pour leur permettre demain de mettre en œuvre la 5G, ne pas faire les mêmes erreurs que pour les technologies passées. La problématique nous interpelle tous, afin d'anticiper et de mieux se projeter pour garantir l'accessibilité, la qualité de service et la sécurité des infrastructures pour un développement harmonieux de l'écosystème du numérique dans nos pays. Parlant de la 5G dans nos pays, les entreprises et l'État doivent collaborer pour fournir des services comme l'e-santé, l'e-agriculture et l'e-éducation. La 5G est une technologie innovante promise à un bel avenir en Afrique. Cet appui technique est initié pour faire de ce projet une réalité. Les travaux vont durer des jours pour accompagner les pays membres de l'ARTAO dans leur plan de développement numérique. Un mot de sport avant de nous quitter. Qualifiée pour la Coupe du Monde Macédoine 2022, l'équipe nationale cadette de handball de Guinée a reçu ce mercredi au siège du COCAN le tricolore national. L'équipe s'envolera cette nuit pour la Turquie pour un temps de stage avant la phase finale. Djibril Kamara. Cette équipe nationale cadette de handball est composée de joueuses issues du championnat guinéen. Qualifiée pour la 9e édition de la Coupe du Monde de sa catégorie Macédoine 2022, avant le départ, le Sili Handball cadet a reçu le drapeau national des mains du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Battez-vous et battez-vous encore. Parce que tant que vous n'êtes pas arrivé au bout du fil, sachez que vous avez du chemin à faire. Vous méritez d'être accompagné
vous méritez d'être soutenu. Tous ces efforts consentis du président de la transition à travers son Premier ministre et également son ministre des Sports, c'est pour vous montrer jusqu'où la jeunesse compte dans le processus de développement de notre pays. Recevant le drapeau des mains du secrétaire général, l'entraîneur de l'équipe sollicite plus de soutien à l'endroit du gouvernement. Il faut toujours avoir confiance à cette équipe, malgré que notre pool est très élevé. Mais chaque compétition a ses réalités. Notre objectif aujourd'hui, c'est de participer de la plus belle des manières et faire en sorte que l'équipe puisse se classer parmi les 16 meilleures nations pour un départ et éventuellement être parmi les quarts de finalistes. Le Silica de handball est logé dans le groupe F en compagnie de la Slovénie, la Hollande et la Roumanie, premier adversaire de la Guinée. Les cadettes veulent rééditer l'exploit de la CAN des moins de 18 ans joué récemment à Conakry, où elles ont terminé deuxième derrière l'Égypte. Bon vent à l'équipe nationale cadette de handball. Fini cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une belle soirée en compagnie de la chaîne qui a pour mission de vous servir. À demain, si Dieu le veut bien.